What's up tout le monde, bienvenue sur la chaîne Storm Podcast et bienvenue à la épisode numéro 55, baby, we're back. Avant de débuter l'épisode de cette semaine, bien sûr, j'aimerais remercier Farnham de nous procurer l'alcool sur le podcast. Gros shout-out à vous autres, la gang chez Farnham. Aussi, j'aimerais plug notre Instagram, Storm Podcast sur Instagram, aussi sur Twitch, Storm Podcast sur Twitch. OK? Just guys en arrière. Fuck you, just des figures. Aussi, on a un Patreon aussi. Il y a tout plein de beaux forfaits pour vous autres. Fait que si vous voulez encourager nous autres, vous pouvez aller vous abonner à notre Patreon. Puis n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager le podcast sur toutes les plateformes. Bien sûr, ça nous aide. Envoyez-le à vos mères, man. On est le podcast préféré des mamans. Ça serait un Chris de bon tagline. Mon podcast, le podcast préféré des mamans. Bien sûr, j'étais avec les boys comme à l'habitude. Puis Rala est avec moi. Alexander is back. Ça fait un bout pour les nouveaux du Storm Podcast. Ça, c'est Alexandre, ici présent avec nous autres pour parler des sujets... historiques. Parlant d'un sujet... on va se lancer tout de suite. J'ai vu sur Facebook, en fait, là, ça a quand même fait polémique. Valérie Plante qui a fait un post parce qu'il y avait un itinérant qui a décédé à cause du froid extrême dans les dernières semaines. Là, pour vrai, on tapait le moins 30, moins 35. Là. C'était vraiment quelque chose. OK? Puis, fait que c'est ça. Elle faisait un post là-dessus. Puis Mike Ward avait commenté sur ce post-là disant que lui, il y avait 25 petites maisons qu'il avait construites, OK, que ces petites maisons-là sont... Comment qu'ils sont chauffées à la chaleur corporelle, fait que d'après moi, ils sont super bien isolés pis tout, pis ça garde la chaleur à l'intérieur, puis il peut venir les porter à Montréal sans frais, ça coûte rien à la ville de Montréal, puis il proposait ça à la mairesse pour venir porter ça, puis... il avait déjà proposé ça dans le passé. La mairesse, ils ont dit en fait qu'il n'y avait pas assez de ressources. Elle aussi, elle a commenté sur ce post-là, en fait, qu'elle n'avait pas assez de ressources, de personnel pour s'occuper de ces maisons-là, des itinérants aussi. Puis après, Mike Ward a trouvé juste une autre ville acheteur pour ces petites maisons-là. J'ai vu que... Preneur, dans le fond, pas acheteur. Preneur, ouais, parce qu'il achète pas. Mike, ça serait bad. Hein? Mais genre, super de beau geste de la part de Mike Ward. En fait, là, il t'a apporté 20 maisons dans le Grand Drummondville, surtout à Saint-Lucien, okay? Puis 5 maisons à Victoriaville. Fait que c'est là qu'il est allé porter ces maisons. Puis j'entendais sur un podcast récemment, un sous-écoute, qui disait que lui pensait les 25 maisons, ça allait coûter 25 000. Fait que 1000 chaque, les maisons, finalement, ça lui a coûté 40 000. Fait que c'est une autre somme d'argent, là, OK? Mais gros shout-out à vous autres, genre... à vous autres, à toi, Mike, puis à ton équipe, bien sûr. Genre... Gros thumbs down pour Valérie Plante. Ouais, c'est juste whack, là, je trouve. Là. Pensez-vous que Coder aurait accepté? Oui. Oui, parce qu'il est bien sur l'image puis la popularité Internet. Là, fait la ville aurait dit oui. Là. La ville de Québec a refusé aussi. A refusé. Ouais, c'est vrai, c'est aussi. Ouais. Il refuse pourquoi, dans le fond? Parce que c'est pas bon d'avoir l'image de comme... Quand t'arrives dans une ville comme Montréal ou Québec, check ça, il y a une rue d'itinérants, plein de maisons, c'est des crack houses, tu sais, genre c'est juste ça. Genre c'est pas beau pour l'image. Puis le fait qu'ils n'ont pas les ressources pour s'en occuper, genre moi je pense qu'en ce moment, la vie humaine c'est même plus important que le fucking manque de ressources. Là. Il y a du monde qui crève, tu chiales que on va trouver des solutions, on va mettre un lit de plus dans chaque auberge, nanana. Puis là tu reçois de l'aide gratis, il y a du monde qui crève, t'es comme non. On va essayer de trouver d'autres ressources. Puis il y a pas eu, tu sais, ça fait une semaine et plus, il n'y a pas eu de développement, tandis que là, il y a 2 villes qui ont accepté les maisons. Ouais. Il y en a aussi qui sont pas nécessairement à l'aise de rentrer dans les centres qui ont accès parce que ils n'ont pas le droit de rentrer là quand ils sont dopés. Là, je dois dire, tu sais, c'est peut-être un stéréotype, mais il y a beaucoup. À vivre à moins 35 dehors, man, c'est sûr. Je me doperais, là, genre, je veux dire. Même à 30 degrés l'été, je me doperais. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose. Fait que, tu sais, t'as pas le droit, mettons, de rentrer dans le centre quand t'es dopé. L'espèce de. Je vais l'appeler la maison de fortune, là. C'est comme un petit peu un endroit que. Ouais, c'est ça. À l'improviste que tu y vas, tu sais, mais c'est la solution parfaite pour ces gens-là. Puis. Juste, tu sais, mettons, moi, derrière ma job, il y a un campement de personnes en situation d'itinérance, puis à chaque mois, ils se font briser leur campement. Puis eux, dans le fond, ils s'installent par la police.
Fait que c'est quelqu'un qui fait des plaintes, man, puis genre la police s'en va là, puis ils défont leur cœur. Puis ils se font des gros setups, là, genre il y a une ventilation extérieure qui... Ben, c'est comme un réchaud, si tu veux, là, ça sort de l'air chaud. Fait qu'ils se font comme une tente avec l'air chaud pour être dehors. En dessous de ça, ils se mettent des bâches, ils vont chercher des affaires pour se faire un abri, pour survivre au fucking froid, là. Puis, tu sais, ils doivent être une dizaine à être là, tu sais. Puis, tu vois qu'ils essaient de vivre en petite communauté pour passer le temps plus rapidement, puis faire ce qu'ils ont à faire aussi, là. C'est sûr qu'il y a des contacts de crack là-dedans, là. J'ai déjà vu des affaires whack, là, mais tu sais, eux de se faire démanteler à chaque mois, genre, tout ce qu'ils ont construit, c'est comme, peut-être pas à la survie des personnes. C'est littéralement de faire sacrer un coup de marteau de plus à la tête à chaque mois. Puis qu'est-ce qui est plus que genre trash, on te voir un commande de tente, un peu, tu sais, boboche, tout scrap, ou 25 maisons? Ouais. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que la réponse qu'ils nous ont donnée, c'est vraiment parce qu'il y a un manque de ressources, manque de personnel, puis tout. Puis, genre, moi, les questions que je me pose, c'est comme est-ce que en ce moment, je suis juste en train de juger la situation où est-ce que Valérie Plante est dedans, ou c'est que oui, elle aimerait ça accepter 25 maisons, mais elle sait quoi s'attendre face à sa situation avec les itinérants à Montréal. Elle sait que ça va se faire défaire. Elle sait qu'il va y avoir un problème. Je donne une situation, 2 itinérants qui se battent pour la maison. Si t'as pas un personnel qui sont là. Fait que, tu sais, moi, je suis comme vous autres un peu, genre, Chris, met les maisons, puis ils iront dormir là, puis genre, au moins, c'est des maisons au lieu d'une tente toute décalisse. Mais genre, je me pose vraiment la question si c'est vraiment juste comme une réponse de bureaucratie qui est juste comme facile de même, j'ai pas assez de personnel, ou il y a vraiment comme un thinking, puis genre, voici la preuve de pourquoi qu'on n'accepte pas ça, parce que tu dois faire ça avant d'accepter les 25 maisons. Tu dois avoir plus de personnel. Fait que, tu sais, j'aurais vraiment aimé ça parler à quelqu'un qui est là-dedans, qui travaille dans un centre d'itinérance à Montréal. Mais je suis sûr qu'ils ont plein de bonnes raisons. C'est juste que, rendu à les températures qu'on a atteintes, je trouve que la vie humaine dépasse genre la raison du... Il va avoir plein de problèmes. C'est sûr qu'il va y avoir plein de problématiques avec ça. Ouais. Mais je pense qu'on va juste sauver des vies. Il va y avoir des problèmes, mais tu vas sauver des vies. Puis même, genre, si on lâche la question d'itinérance là, dans ça, en situation d'alerte, tu sais, mettons, ton char tombe en panne, ben, tu sais, c'est nice qu'en région, il y en ait aussi, tu sais, que ton char tombe en panne, mais t'es en tempête d'hiver, t'as pas de réseau, whatever, ben, qu'il y ait des abris de fortune comme ça un peu partout, ça peut sauver une vie pour une personne en détresse. Aussi, tu sais, genre, fait que si ça l'aide pas une personne en situation d'itinérance, ça peut aider quelqu'un, ben, même pour l'alcool au volant, tu sais, genre, quelqu'un qui décide de commencer à conduire, puis il est comme, oh shit, je suis vraiment pas en état de conduire, puis décide de prendre une bonne décision pour une fois, puis faire genre, oh shit, ok, il y a un abri proche, je vais me parquer là, man, puis je vais dormir là-dedans, tu sais, il y a comme plein d'utilités à ce truc-là. C'est vrai. Un peu ça, ben, c'est sûr que ça demande des ressources, mais comme il y a beaucoup d'options que ça l'amène. T'en mets 2-3 un halte routière, genre. Exact. Parce que, tu sais, comme... Moi, je trouverais que c'est un super de beau geste. C'est juste qu'il y a vraiment une grande différence, pour vrai, de la situation d'itinérance à Montréal comparativement, genre, à Drummondville puis à Victoriaville. Puis, comme... pour vrai, j'ai pas les informations de pourquoi que Montréal accepte pas puis tout. Tu sais, comme... Mais... Ben, le terrain... Tu sais, faut que tu... Le terrain, il appartient à la ville. Genre, qui va s'occuper du terrain? Qui va... Mais je pense que des fois, les terrains appartiennent pas non plus tout à la ville. C'est ça. Où est-ce qu'ils les mettent? Je pense que ça, c'en est aussi un problème, mais... Sauf que, tu sais, comme, mettons, toi, t'es la ville de Montréal, tu peux, par la suite, t'acceptes ça, puis tu dis, ben, mets une maison là, mets une maison là. Mais, tu sais, regarde juste à travers la ville, OK? Genre, un banc de parc ou un banc sur le bord de la rue. Ils ont genre, des trucs maintenant au centre. Tu sais, ça, mais aussi, genre, c'est... c'est tout designé pour que ça fitte la ville. Voici que genre il essaie d'éviter le plus de bris possible, le monde qui casse des affaires puis tout. Fait que des maisons comme ça qui peuvent être facilement cassées puis après genre être un fardeau pour les autres citoyens. Je sais pas. C'est toutes des questions que je me pose. Mais c'est des bonnes questions, puis je suis sûr que ça fait partie du problème, tout ce que tu as dit, puis il doit y avoir plein d'autres problèmes qu'on n'est pas au courant puis qu'on connaît pas. Mais c'est juste que la grosse ligne, c'est de sauver des vies. C'est un moyen. Oui, il y a plein de problèmes qui viennent avec, mais je pense que
sais, elle dit, il manque de ressources. Oui, il en manque, mais je pense que si tu mets des nouvelles maisons, ben là, j'allais dire, mets tes ressources là, mais t'as pas de ressources, là, mais en tout cas, genre, je pense que c'est plus facile. Tu sais, il manque de place dans les auberges, mais si tu crées de la place, c'est plus facile de faire entrer des sans-abri que je dis n'importe quoi. Attends, je sais pas capable de dire qu'est-ce que je veux dire. C'est plus facile de rentrer des sans-abri dans la mini-maison, est-ce qu'ils sont tout seuls que dans des places que ça rentre pas. T'sais. Ouais. Ben c'est vrai, mais tu sais comme... Mais c'est juste qu'il y a personne pour s'en occuper, puis plein d'affaires. Mais je pense pas que c'est un problème qui manque de place. Ben oui, il manque de place. Moi, je pense que c'est plus un problème, justement, comme qu'elle a commenté la publication de Mike Ward, je pense que c'est vraiment plus un manque de personnel, parce que t'as beau, tu sais, exemple, avoir un établissement avec, je vais dire un chiffre bâtard, là, tu sais, t'as 500 lits dans cet établissement-là, mais t'as une équipe de 15 personnes pour s'occuper de 500 personnes qui sont probablement en détresse psychologique, ils sont en manque de drogue, ils ont besoin de manger. Avec 15 personnes, tu peux pas t'occuper de ces 500 personnes-là. Dans un sens où oui, tu vas fermer, c'est les lits qui sont disponibles parce que tu peux pas, mettons, la ville de Montréal peut pas accueillir puis laisser du monde se piquer, exemple, dans l'établissement ou whatever, tu sais, mourir d'une overdose dans l'établissement ou faire des deals, parce que des deals de drogue, parce que tu sais, ça devient pas contrôlable. Tu sais, quand tu as un établissement de 500 lits avec 15 personnes qui travaillent dedans, tu peux pas contrôler ça. Fait que oui, tu vas fermer ces lits-là, puis tu veux pas en ouvrir d'autres non plus parce que tu pourras pas plus les contrôler. Puis, tu sais, pour vrai, je pense qu'il y a eu des bons points qui ont été apportés de chaque côté. Une chose que j'aurais vraiment aimé voir, peut-être que ça a été publié, moi je l'ai pas vu, mais c'est à quoi ça ressemble ces maisons-là. C'est comment que c'est fait. T'sais. Est-ce que c'est fait que genre la police elle passe, elle a même pas besoin de débarquer puis elle peut comprendre l'activité qui se passe. Est-ce que c'est juste une personne qui fait dedans ou est-ce qu'il y a des deals qui peuvent être procédés là-dedans? T'sais? Il y a plusieurs facteurs. Écoute, c'est sûr qu'il y a quand même... Chaque comme une cabane que tu aurais pu avoir quand tu étais... Je pense que ça peut causer encore là beaucoup de problèmes. Quelqu'un pourrait être kidnappé puis mis là-dedans. Puis la police, tu ne sauras pas que la personne est là tant que la police n'aura pas fait une intervention. Ouais, mais rendu là, c'est comme n'importe quelle maison. Je suis bien d'accord avec toi. Mais je veux dire, une maison, tu la payes. Mais ça appartient à la ville, fait que t'as le droit de l'ouvrir quand tu veux, si t'es une force de l'ordre. Ouais, exactement. C'est public. C'est public, fait que t'auras accès à ça, là. Ouais. Mais tu sais, le plus gros problème dans tout ça, là, c'est même pas... c'est vraiment de prévenir les personnes qui meurent. Non, avant ça, prévenir qui deviennent itinérants. Genre, oui, OK, dans ce sens-là. Oui. Ben beau, tu mettes le band-aid, là, mais si la plaie continue à s'ouvrir, là, que tu mettes 14 band-aids, la plaie va juste s'ouvrir plus gros. Puis c'est ça qu'on voit dans les dernières années. Tu regardes à Montréal, puis tu regardes aussi dans plein de métropoles à travers le Québec, Canada, puis même les États-Unis, il y a de plus en plus... LA en ce moment. LA, c'est dégueulasse. Ils ont des villes d'itinérants, genre de campements d'itinérants. Tu sais, puis... C'est quand même spécial parce que la Californie, c'est l'État américain qui a le plus de taxes. Puis c'est l'État qui a le plus d'itinérants. Puis c'est l'État qui sont en train de perdre de plus leurs riches, qui sont en train de descendre au Texas parce que les services sont de la merde. Puis il n'y a pas de taxes au Texas. Il n'y a pas de taxes au Texas. Exact. Fait que, genre, c'est complètement stupide. Genre, c'est quoi la solution en arrière de ça? Parce que faut que tu trouves la source du problème, puis après, faut que tu guérisses la source du problème. Puis oui, je comprends, genre, oui, c'est correct de patcher cette plaie-là pour l'instant, offrir un service pour ces itinérants-là, parce que c'est une vie humaine qui va mourir à moins 30. Mais comme tu dois mettre tu dois mettre les efforts à long terme, là, tu dois prévenir au lieu de guérir aussi. Là. C'est là où est-ce que je suis comme... OK, refuse les maisons, mais comme fucking trouve une solution. Le coût de la vie est de plus en plus cher en plus, tu sais. Fait que se sortir de cette de ce tourment-là d'être une personne sans abri, c'est encore plus difficile que ça aurait pu l'être à l'époque, tu sais. Ben oui. Genre, ce qu'on entend souvent, ben tu sais, genre, j'ai pas vu souvent d'histoires d'itinérants qui ont sorti de l'itinérance, tu sais, mais c'est des gens qui deviennent populaires, genre, grâce aux réseaux sociaux. Ça, j'en ai vu, tu sais, mettons, un qui avait un talent, qui chantait super bien, passait à America's Got Talent, devenu riche. Tu sais, genre, il y a comme les extrêmes. On n'a pas la réintégration
En tout cas, on n'a pas beaucoup dans les médias l'image de la réintégration de ces personnes-là dans la société. Parce qu'ils se sont rendus à la situation d'itinérance souvent à cause d'un problème soit psychologique, de drogue ou problème financier. Là, c'est les premiers. Mais comme un amène l'autre, souvent. Fait que là, c'est quoi la démarche pour revenir dans la société normale quand tu as atteint le fond du baril de même? Avec une crise du logement en plus à Montréal. C'est ça. Oui. C'est ça, tu sais, c'est comme... Mais, tu sais, je trouve que... Je sais même pas, tu sais, comme... Je pense que j'avais entendu à la radio, tu sais, on sait même pas si notre génération va être capable de afford une fucking maison, man. Ah, je sais, c'est dégueulasse. Genre, c'est terrible, là. Fait que tu comprends. Eux, man, qu'est-ce qu'ils vont faire, genre? Ouais, 100%. Ah ouais, non, mais c'est fou. Puis, tu sais, je trouve que la source du problème, elle revient aussi à ton système d'éducation. Si tu es capable d'éduquer les gens sur tous les aspects que tu as dit, Jess, mais tu fais ça à un très bas âge, à l'école, où est-ce que tu leur expliques des petits problèmes de la vie ou des solutions que tu peux apporter qui sont super simples, que ce soit genre financier, psychologique, drogue et alcool, faire des préventions auprès des jeunes, tu préviens genre ta population future là, tu sais, je pense que ça aussi ça rentre dans une partie où est-ce que ça peut apporter une solution au problème là, je trouve que c'est un effet domino aussi là, à plusieurs endroits là. Ouais. Selon moi, une des choses qui serait le plus simple à faire, c'est de commencer à enseigner les finances personnelles le plus tôt possible. Tu sais, pour vrai, ça fait pas excessivement longtemps que j'ai terminé le secondaire, là, puis je pense que dans mes 6 ans de secondaire, j'ai pas eu plus que 10 cours, je pense, sur les finances personnelles. Tu sais, ça a été des cours qui ont été comme intégrés. C'est une mini-formation qui a été intégrée dans un cours. Tu sais, Ouais. Il y en a tellement à apprendre en plus, puis c'est hyper important, là, la finance personnelle. Puis tu sais, je trouve ça... Tu sais, exemple, le système d'éducation, il estime que ça va être tes parents qui vont te donner cette connaissance-là, mais il y en a tellement des cas de parents qui ont juste pas de bonnes finances personnelles. Fait que c'est un loop sans fin. C'est un loop sans fin, exactement. Mais là, depuis que tu es sorti du secondaire, ça a changé un peu. Là. Je suis d'accord. Ton cours de monde contemporain, tu as juste la moitié de tes cours que tu avais avant, puis tu as finance, justement. La moitié de tes cours. Fait que c'est quand même intéressant. Ça a quand même changé. Je pense que ça devrait quand même être plus tôt. Secondaire 5. Ça devrait être ma première job, je l'ai eu en secondaire 3, secondaire 4. Ouais. J'avais commencé là à bien comprendre comment l'argent ça fonctionne, comment bien payer ma carte de crédit. J'ai peut-être un petit peu plus de facilité en ce moment. Non, mais tu sais, je trouve que ça revient. C'est poussé plus loin que la finance personnelle. Parce que, Chris, bien beau que tu fasses un salaire de 100 000 par année, puis c'est un problème de drogue et alcool, ça se peut que tu te ramasses dans la même situation que la personne. Puis, oui, tu sais, je pense que tu allais dire, genre, ça n'a même pas rapport avec le salaire. Mais c'est ce que tu fais avec cet argent-là. Oui, ça, c'est vrai, mais genre, tu sais, c'est comme, c'est poussé plus loin à comme, comme, t'essaies de former une espèce de génération qui va avoir de l'allure. Qui va avoir de l'allure, là, tu sais, sur le plan financier ou. Je sais pas. Mais c'est plus important, Pythagore. Yep. Ah ouais. Ben, tu sais, c'est ça, c'est notre éducation qu'on a tous vécu. C'est comme des petits problèmes de mathématiques. Tu sais, genre, je ne vais jamais me servir. Mais si tu gagnes l'argent avec Pythagore, si tu vas pouvoir gérer des finances que tu gagnes avec Pythagore. You know? Triangle. Pythagore. Mais c'est ça. Puis genre, tu sais, Tom, t'avais dit, ça me fait vraiment rire là, quand le système d'éducation, ils disent comme, c'est à tes parents de t'enseigner ça, ok? Ma mère, elle travaille dans le système d'éducation, puis elle dit genre, une règle, là, tu te fies jamais aux parents. Mais non. Tu te fies jamais aux parents. Tu peux avoir un parent sur 20 qui va être vraiment straight avec son enfant, puis il va vraiment bien l'éduquer les bonnes valeurs, mais tu ne jamais te fies aux parents. Mais anyway, ça a-tu d'autres choses à ajouter sur l'itinérance? Ben, quick, là, genre, ce que je trouve cool du fait qu'elle ait donné les maisons à Victoriaville, t'as dit, puis Drummond? Ouais. Genre, c'est que souvent, quand on parle d'itinérance au Québec, quand on parle d'itinérance au Québec, on parle d'itinérance à Montréal, mais il y a tellement d'autres villes où est-ce que c'est un problème, genre. Ouais. Puis comme moi, j'étais à Sherbrooke pendant 2 ans, là, puis ta blonde, genre... Ton blonde, oui. Quand on était à Sherbrooke, elle était là avant moi, puis elle disait, depuis que j'étais arrivé, il y a plus d'itinérants, genre. Ouais. Comme...
Ben, il y a de plus en plus d'itinérants dans le monde, tu sais, genre... oui. Ici, mettons, me semble j'en ai déjà vu un à Sainte-Julie, OK? Puis c'est que lui, il doit vivre en marge de la société, tu sais, genre, il doit vivre dans un bois ou quelque chose, man, un abri de fortune qui va pas se faire décolisser son campement à chaque fois, man. Ça doit être fucking chiant, man, de tout reconstruire à chaque fois, là, c'est... Juste pour... tu parles-tu de lui avec les qui ramasse les canettes, qui a genre le dos tout bizarre? Ah, je sais pas, là, il petite chemise de bûcheron, là, puis une barbe. Ben, je l'ai vu dans les hauts-bois, là, fait que... Mais il y en a un à Sainte-Julie que lui, il fait le tour du recyclage, puis il ramasse comme toutes les canettes puis les bouteilles, puis le père de mon ami, il a parlé avec ce monsieur-là. Puis, turns out, nous, étant jeunes, on pensait tous que justement c'était un itinérant, mais turns out, le monsieur, il avait une maladie dégénérative, puis ça faisait que s'il arrêtait de bouger, tout son corps, il se recroquevillait, comme ses nerfs, il se refermait sur lui. Puis, tu sais, c'était quand même une personne âgée, fait pour se tenir actif, il faisait ça. Ouais. Puis tout l'argent qu'il ramassait, il la redonnait à des fondations. Ouais, mais non, c'est pas lui. Moi, celui-là que j'ai vu, il avait de l'air sur le crack, mais... Ok, c'est ça. Mais... super de beau geste encore de Mike Ward, pour vrai, c'est une très bonne initiative, là. Puis au moins ils ont trouvé les maisons. Mais tous les gars sont là, c'est ça. C'est des campings qu'ils ont achetés finalement. Ça serait bad. Puis ils louent ça à tout le monde. Cabanon Fontaine, les a achetés, on les ça serait crissement bad. Mais pour vrai, c'est super cool. Puis s'ils sont capables de prendre cette idée-là puis la pousser encore plus loin. Il disait que Mike, l'année passée aussi, il avait proposé à la ville. Tu sais, peut-être que dans les années futures, ça va donner le goût genre à la ville d'en construire, puis genre whatever, ça va donner le goût. Ça va peut-être donner le goût aussi à genre d'autres personnes riches au Québec de faire un mouvement semblable puis de faire des affaires qui montrent qu'ils sont capables d'être des bonnes personnes. Ça faisait 1 an, Ben Esti, qui avait les maisons, puis je l'entendais dire sur le podcast, là, il était que là, pour vrai, là, tu sais, au début, je voulais vraiment aider, là, maintenant, je veux juste me débarrasser des calices de maisons. Il sait pas où les mettre. 25 maisons de même. Mais moi, j'ai vu une photo, c'est que ça a l'air quand même gros, tu sais, c'est pas genre une capsule, c'est pas un cercueil, là, tu sais. Non, parce que quand on pense à genre, ça réchauffe à la chaleur humaine, on dit, ok, ça doit être genre un faux crématoire, là, tu sais, un esti d'entrée, genre vraiment tard. Mais il y a quand même de l'espace pour te tourner de bord. Une kind of mini-maison, tu sais. Tu vois ça, mettons, à Canal Vie, là, c'est des crises de mini-maison, mais c'est une mini-maison moins aménagée, tu sais. C'est cher en plus des mini-maisons, là. Ouais. C'est absurde, là. Mais ça, c'est du rough, là, tu sais. À part ton sleeping, là, au moins, je pense. Il y a pas les queens, là. Non. Ben, c'est du rough à part ton sleeping. Non. Vous êtes-tu dans qu'on passe au prochain sujet? Jess, tu voulais aborder l'espèce de développement de guerre. Man. C'est la merde, il y a encore d'autres merdes plus grosses qui s'en viennent, man. Hey, pour vrai, on va finir d'infos crématoires. Will, ça rappelle-tu ces flashbacks avant le COVID? Quand Jess nous disait genre, yo, il y a de la merde qui s'en vient, il y a un virus, nous autres, on était là, même petite affaire, je te jure, rollback de clip dans 1 an, là, mon gars, je vais être genre tabarnak. Au montage, Tom, on va faire un Cooper, puis tu mets le petit bout de ça existe plus, ça, là. Petit extrait. Mais ouais, là, la Russie puis l'Ukraine, ça fait quand même longtemps que ça va pas bien, là, depuis 2014 et peut-être même avant, là, depuis la chute de l'URSS en 91, si je me trompe pas. Fait que, tu sais, dans le fond, il y a plein de pays qui appartenaient à l'URSS, qui est l'Union soviétique. L'Union soviétique, mais UR. Pour de vrai, les deux R. L'Union de République russe soviétique, je sais pas. Ça aurait du bon sens. Pour vrai, je sais pas. On va regarder. Continuez de parler. Fait que là, il y a plein de pays qui ont débarqué de ça. Puis, Alex, c'est pour ça qu'il est là. Union des Républiques socialistes soviétiques. URSS. Ah ouais, j'ai dit URRS. Ouais, L'Union de la République russe soviétique.
Ben, Chris, on va se coucher moins niaiseux, mais ouais, qu'est-ce qui se passe là, exactement, Alex, là-bas? Moi, je sais juste que ça va être l'hostie de marde, man. Genre, là, il y a 100 000 soldats russes qui sont à la frontière de l'Ukraine, prêts à potentiellement envahir le pays. S'il y a quelque chose de croche qui se passe, je sais qu'il y a l'OTAN d'impliquer, puis là, allez vous informer sur ce sujet. Nous, on vous dit comme les grandes lignes, puis ce qu'on a compris de tout ce sujet-là. L'OTAN qui est l'acronyme de... J'ai aucune idée. Oui, elle va nous le trouver. Organisation transatlantique, gang, je sais pas, là. OTAN. Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Voilà. Fait que ça, c'est tout comme une faction. Un peu un clan comme dans Big Brother, là. C'est monté, OK? Là. Fait que ça, c'est un clan de pays que si il y a un pays de l'OTAN qui rentre en guerre avec la Russie, ben tous les pays de l'OTAN sont en guerre avec la Russie, pas la Russe. Il y a une Russe. Ouais, c'est ça, avec la Russie. Celle-là, là, asti de tabarnak. Puis là, la Russie, elle est alliée avec la Chine. La Chine qui est probablement la puissance mondiale présentement. Économique, for sure. Puis la Chine font la même chose avec fucking Taïwan. Présentement. Fait que là, il y a comme des moyens de pression qui se passent partout. Mais ça va exploser quand que nous autres, on va mettre nos pieds là-bas. S'il y a un soldat américain qui crisse des pieds, genre en Ukraine, ou un soldat qui appartient à l'OTAN, ça... Canada, on est safe, là. On est dans l'OTAN, je pense. Tout le monde est dans le temps. Non, là, tu comprends pas à quel point qu'on est à ça de... Non, mais je veux dire, en tant que tel, comme, tu sais, notre territoire... Ouais, le territoire... Qu'il y ait une attaque sur notre territoire. C'était quoi, ce petit mot? J'essayais de le dire, c'est tabarnak de la misère. Mais qu'il y ait une attaque sur notre territoire, là, c'est... Quasi impossible. Exactement. Mais que tu sois envoyé... C'est autre chose. Nous, que notre exemple des civils soient employés pour aller se battre... je suis pas sûr qu'on est proche d'arriver à ça, mais pas encore. Je pense qu'on est encore très, très excessivement très loin. Mais attends, qu'il y ait des combattants canadiens. On va juste continuer d'expliquer le conflit. Est-ce que tu connais le conflit, genre t'as-tu entendu parler de ça ou pas? Ben juste avec ce que tu viens de m'expliquer. Ouais, mais tu sais que le Canada déploie des forces ou des civils, ça arrivera pas bientôt. Check l'ampleur de jusqu'où ça peut aller, puis les États-Unis fera une opinion sur le Canada, puis la France a envoyé des troupes en Ukraine pour entraîner des soldats ukrainiens déjà. Ouais. Fait que c'est pas des soldats qui sont là pour se battre, c'est des soldats qui sont là pour entraîner, mais c'est une première étape. Je dis pas que le Canada enverrait pas de soldats. C'est des civils. Les civils, on est extrêmement loin que le Canada envoie des civils. Peut-être que je me suis mal exprimé, mais des soldats, je suis complètement d'accord parce que le Canada fait partie de certaines organisations puis ils n'ont pas le choix de supporter d'autres pays. On est loin, mais au même niveau que la vitesse que la COVID s'est déployée, mettons, ben là, ce conflit-là pourrait se déployer vraiment rapidement parce que là, il y a vraiment des mouvements qui se passent puis genre, juste 100 000 soldats russes, là, c'est beaucoup de soldats. Là. C'est du monde, bro. Gang, mais je peux-tu juste vous faire arrêter de 30 secondes, OK? Mais c'est parce que... Likez, subscribe. Non, mais... non. Mais ce que je voulais dire, c'est que, admettons, pour quelqu'un qui avait aucune idée de ça se passait, qu'on vient de tout shooter cette information. Le conflit genre, je veux juste poser la question à Alex, parce que tu me l'as super bien expliqué en haut. Genre, pourquoi, en ce moment, que la Russie sont sur le bord de la frontière de l'Ukraine? Ouais, dans le fond, c'est... Comme Jess a dit, là, depuis 80... Sur ce que t'as compris. Ouais, ce que j'ai compris, là. Il save now. Depuis 91, depuis la chute de l'URSS, il y a comme plein de pays qui sont séparés. Comme Jess a dit, là, qui ont formé la Biélorussie, Lituanie, Macédoine, etc. Il y en a plein. Pologne, etc. Puis, fait que ces pays-là sont des anciens membres de l'URSS, des anciennes zones, des régions de l'URSS. Puis ça fait que la Russie garde comme une espèce d'idéologie qui veulent continuer à avoir une espèce de pouvoir sur ces pays-là. Fait que ça fait que... Mais malheureusement, quand t'es un pays, il n'y a aucun autre pays qui peut avoir un pouvoir décisionnel sur ce que tu fais dans ton pays. Fait que là, l'Ukraine fait genre, moi je veux rejoindre l'OTAN, elle commence à penser à rejoindre l'OTAN, mais l'Ukraine est comme, non, fuck you, tu rejoins pas l'OTAN. Genre. La Russie... excuse, la Russie est comme, non, tu rejoins pas l'OTAN. Fait que depuis 2014, ils ont envahi la Crimée, il y a 14 000 soldats ukrainiens qui sont morts en se battant contre la Russie. Puis
tranquillement, pas vite, ils sont en train de prendre contrôle d'une autre zone de l'Ukraine qui s'appelle Lozon, je suis pas trop sûr. Ouais. Puis que si la Russie décide d'attaquer, facilement sont capables de prendre... De contrôler. cette région-là, puis l'Ukraine au complet, parce que l'Ukraine a vraiment genre une armée de marde. Ils n'ont pas de ressources. Mais là. l'affaire, c'est que c'est ça qui est intéressant, c'est que en ce moment, Poutine, il est vraiment pauvre. Jean Poutine, c'est le chancelier, je pense, c'est chancelier de... Non, c'est pas chancelier. On peut quasiment dire que c'est un dictateur. Là. Ouais, c'est un dictateur de Russie. Président, ouais, je pense que c'est président. En tout cas, puis... Président russe, oui. Ouais, je pense que c'est ça. Puis, il n'y a pas beaucoup d'argent. Ça là, fait 25 ans qu'il est président. Ça fait 25 ans qu'il est président, il n'y a pas beaucoup d'argent. Puis, à chaque fois qu'il fait la guerre, lui, c'est genre des guerres qui coûtent pas cher puis qui sont efficaces. Fait qu'il va pas envahir à pied. C'est ça, c'est selon ce que j'ai regardé. Si vous voulez avoir un documentaire intéressant là-dessus, là, on l'a écouté il n'y a pas longtemps. C'est sur France 24. C'est Ukraine, guerre inévitable. Ouais, une guerre inévitable. Guerre inévitable. C'est vraiment, vraiment intéressant. Puis... petite pub, quoi. Petite plug. Ouais, mais c'est ça. Puis ça l'explique vraiment bien qu'ils pourront pas se battre contre le temps, genre, à 100%. Ils sont juste pas capables, genre. La Russie contre le temps, c'est ceux qui se font casser à la gueule. Là. Ouais, mais la Russie alliée de la Chine. Ça, c'est autre chose. Ouais, c'est que là, en ce moment, c'est genre... C'est là leur force, tu sais, parce que même si économiquement, c'est de la merde, ils sont alliés au pays le plus riche. Ouais. Mais j'ai entendu ça, je sais pas si je me trompe. Est-ce qu'il est proche d'une élection? L'année prochaine, dans le cas pas d'année, il va être en élection, Poutine, puis genre, ça serait bon pour lui de partir en guerre, justement. C'est toi qui va être en élection. Ouais, ça, c'est sûr et certain. C'est sûr que ça a été utilisé à travers toute l'histoire, ça, là. Quand que ça va pas bien à l'intérieur, t'attaques l'extérieur pour avoir un ennemi commun. C'est un classique de toutes les dictatures, puis les rois, puis toutes ces affaires-là. Là. Ouais. Mais l'affaire, c'est que Poutine, même s'il se fait élire, mettons qu'il y a une élection, là. À chaque fois qu'il y a une élection, puis qu'il y a quelqu'un qui arrive pour gagner, mettons une autre personne que Poutine, il disparaît, il meurt, ou il s'en va parce qu'il est comme, je suis pas plus dans d'être président finalement. Il y aura personne d'autre que Poutine tant que Poutine crève pas qui va être président de la Russie. Puis en plus, tu sais, ce que j'ai compris, c'est que la population reproche beaucoup à Poutine la façon qu'il a géré la COVID, la pandémie. Puis là, ils commencent vraiment à être en tabarnak. Plus, ils ont un problème économique puis tout. Puis juste comme à eux autres qui essayent d'envahir l'Ukraine sont comme dans une sandwich un peu. Parce que tous les pays qui sont environnants de l'Ukraine, eux autres, c'était tous des pays qui faisaient partie de l'URSS, OK? Puis eux autres, s'ils les aident, Ukraine, ils peuvent facilement se faire attaquer par la Russie parce que la Russie, ils ont vraiment les ressources faciles pour envoyer des missiles sur ces pays-là. Là. Fait que toi, si tu viens en aide... Nucléaire, en passant. Ouais, ça, c'est un bon point. Fait que, tu sais, c'est comme... Tout le monde marche sur des œufs, j'ai l'impression, puis veut pas faire le premier move. Ou si nous autres, on veut pas faire le premier move parce que, tu sais, comme, je sais pas si c'est Jess ou Alex, il avait expliqué, si t'envoies des troupes en Ukraine, ben là, tu viens de déclarer la guerre. Puis si c'est aussi facile que canceller une carte de crédit pour fraude, man, tu payes sur le piton rouge, puis le message est envoyé, là. Ah ouais. Direct, mais c'est parce que c'est fucked up, parce que, on disait ça en haut, là, mais voyons comment qu'elle s'appelle, la madame qui voit l'avenir, là. Baba Yaga. Baba Yaga, ouais. La sorcière, la première sorcière. Puis qu'on parlait tout récemment dans un podcast, là, juste il avait dit 2022, le début d'une guerre mondiale. Ouais. Shit! Là, ben, selon ses prédictions, les Russes vont dominer le monde aussi, là. C'est ça, prochainement, là. Ouais, mais va devenir une puissance mondiale. Ouais. Mais tu sais, on peut pas se fier à Baba Yaga, là. Puis pas à nous autres non plus. Non, nous autres, on est juste des tisounes qui ont peur, là. C'est ça qu'on se disait avant. On veut pas aller en guerre, nous autres. Si la guerre, elle se passe sur Call of Duty, je pense qu'on a des gens. Écoute. Mais ça, peux-tu faire une guerre virtuelle, là-dessus? Genre, mettez du e-sport, les 5 meilleurs joueurs russes contre les 5 meilleurs joueurs ukrainiens. Bro, c'est ça qui genre mais en plus de tout ça, en plus de tout ça, cette espèce de conflit là, d'échecs, genre c'est le jeu de la guerre le plus simple. Non mais quand tu y penses, les Olympiques entre vous autres, puis genre. Ouais, tabarnak, ils peuvent pas.
Mais genre, quand tu y penses à la guerre, c'est complètement stupide. Juste, en tout cas, les règlements pis tout, là. Ouais. C'est genre, c'est des êtres humains qui s'en vont se battre pis ils ont des règlements de jeu. Genre, OK? C'est complètement absurde. Okay? Ouais. Puis en plus, pour en rajouter là-dessus, c'est que la Chine, qui, eux, ils veulent envahir Taïwan, puis que là, les États-Unis, ils ont dit à la Chine, ben là, si t'envahis Taïwan, ben là, on déclare la guerre. Non, pas déclare la guerre, on va aider Taïwan. On va aider Taïwan, mais... On déclare la guerre. On déclare la il guerre aurait jamais inévitable. dit ce mot-là. genre. Ouais, non, oublie ça. Hey. Sauf que, pour vrai, au bout de la ligne, si tu fais ça, tu déclares une guerre. Mais pensez-vous que ça, tu sais, que ça serait pas vraiment, oui, on va appeler ça une guerre, mais je pense que ça serait plus une guerre économique. Selon moi, il y a des grosses sanctions économiques, financières qui s'en viennent. Là. Ça serait plus que dangereux. Tu sais, je pense que, ben, oui, ça serait dangereux, mais ça serait extrêmement dommageable. Mais je pense qu'on risque plus de voir ça arriver avant qu'il y ait un nombre innombrable de vies humaines qui soient perdues au combat. Depuis 2014, c'est déjà 14 000 personnes qui sont mortes en Ukraine. C'est quand même pas rien. Là. C'est pas rien. Je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. Ça fait 7 ans, ça, mettons. Mais si tu parles des pays qui sont impliqués comme la Chine et les États-Unis, je pense que ça va beaucoup plus tourner autour d'une guerre économique que d'une guerre de personnes. Ouais. Sauf qu'une guerre corps à corps. Ouais, c'est sauf qu'en même temps, t'as quand même toute l'armée russe qui sont à la frontière de l'Ukraine. Là. C'est comme, OK, c'est plus rendu nécessairement une guerre économique quand tu déploies tes troupes. Là. C'est dans le reportage aussi, il me semble qu'il y a un des dudes qui parle de ça. Les États-Unis ont commencé à couper le budget technologique qu'ils envoyaient en Russie, puis des trucs comme ça, à cause de cette peur d'armement-là, tu sais, genre pour les couper encore plus au niveau économique, pour pas qu'ils s'arment. Tu sais, fait que oui, ça va devenir une guerre économique parce que la Russie dépend beaucoup de ces pays-là quand même, qui rapportent de l'argent, tu sais, même le pétrole et tout. Mais oui, ça va devenir une guerre économique, mais à un moment donné, la Russie, si elle veut sortir de ça, il va falloir qu'elle prenne les armes. C'est ça qui va mener, genre... Ou qu'elle se tasse de l'Ukraine. Mais, tu comprends? Je comprends pas comment un si gros pays, genre, peut avoir besoin de cette petite parcelle-là. C'est que c'est vraiment idéologique. C'est ça qui parlait un peu aussi dans le documentaire. C'est que l'idéologie russe, là, c'est « we are the best », mais on l'est pas. Genre, comme ils sont pas, là, malheureusement, mais ils pensent qu'ils sont le best, qu'ils ont encore le contrôle sur le pic qu'ils ont eu de l'URSS, ils sont encore dans cette vision-là. Puis ils pensent que tous les pays qu'il y avait avant, ils sont encore en dessous d'eux, mais malheureusement, c'est des pays, bro. Là. Ils ont leur choix, ils sont à l'ONU, ils ont leur vote, puis c'est comme des calices, là. Mais je comprends pas. Il doit y avoir de quoi qu'on... Comme j'ai dit tantôt, là, il y a clairement une raison pourquoi les Russes font ça. Il doit y avoir un truc qu'on se fait pas dire. Ouais, il manque des informations. Il manque des informations. Parce que je trouve que c'est vraiment comme... Admettons, d'un point de vue extérieur, qui est nous autres, on n'est vraiment pas dans ce conflit-là. On est tellement reculés en arrière. Moi, je me suis déjà pas rien qu'un Russe. Mais genre, on voit tout ça se passer, OK? Puis genre, moi, je suis comme, juste pour ça? Genre, tu vas envahir un pays juste pour ça, genre, pour faire peur aux autres? Il n'y a pas d'autre chose que tu aurais pu penser au lieu de comme tout déployer tes troupes. Ouais. Aussi, c'est comme Alex dit, il manque des bouts à l'information, mais c'est comme... Puis peut-être pas un parent qui essaie de punir son enfant, genre, tu sais, va donner une grosse sanction comme ça. C'est peut-être aussi juste pour masquer, comme tu dis, masquer plein d'affaires, comme ils sont jugés pour le... Ben, Poutine est jugé par sa gestion de la COVID, puis plein d'autres problèmes, fait que genre... Économique. Il fait plein d'affaires. Il fait ça pour masquer des affaires qui se passent en même temps. C'est peut-être une bonne façon d'unir la population, de dire voici un ennemi, puis on est contre cet ennemi-là. Puis c'est de même que l'Allemagne a été créée. C'est littéralement avant l'Allemagne, c'était un paquet de petits royaumes, puis ils sont fait on va tout casser à gueule à la France, puis ils ont fait un pays. Genre, comme c'est utilisé dans l'histoire là, à maintes reprises. Bro, genre. Mais c'est pour vrai, ça me fait réaliser à quel point que genre asti qu'on est fragile. Le monde va mal. Non mais genre asti qu'on est fragile. En claquant des doigts, tout peut turn into shit. Là. Tu veux-tu qu'est-ce que je dise? C'est maintenant que j'ai la misère. Tu veux-tu que je te dise qu'est-ce qui est plus fragile? Non.
que nous autres. Qu'est-ce qui est plus fragile que mettons, nous autres? C'est Les itinérants. le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Ouais, ça a été signé là, justement par l'URSS, les États-Unis. La Chine a signé ça aussi. Je pense que la Chine a signé ça aussi. Ça a été signé en 1968. Ils sont tous en train de... C'est assez fragile, je te dirais, ça comme document. Là. Ouais. C'est ça. C'est ça qui est ça. C'est beau, ça va bien. Ça va bien aller. On a-tu d'autres choses à rajouter sur cette affaire-là qui est comme... Je trouve que pour vrai, c'est des informations qui devraient un petit peu plus propager ici. Ça commence tranquillement. Ben, ça commence tranquillement, sauf qu'on est encore pogné avec la crise d'Omicron qu'on répète à tous les jours. Genre, OK, change de disque puis parle d'autres choses parce qu'il y a d'autres conflits qui se passent ailleurs. Puis ça serait quand même pas pire que tu t'informes ta population sur des enjeux internationaux. Puis pas juste... Puis ça, c'est de quoi... Que genre justement tous les articles que j'ai trouvés là-dessus qui étaient intéressants et complets, c'est des articles qui viennent d'Europe. Ben, ils sont plus près du conflit, ils ont plus d'informations. Oui, mais c'est souvent ça dans tous les conflits. Dans toutes les affaires à l'international, l'Europe, ils chaînent dans leur contenu, ils chaînent dans les explications qu'ils font à la population. Ben, c'est un peu normal, c'est chez eux, tu sais, ils parlent pas d'OD là-bas. Là. Ben, je pense que ils ont plus d'informations que nous. Là. Je comprends ce que tu veux dire, que c'est plate que... Une des plus grosses compagnies médiatiques au monde, c'est une agence française, je ne me trompe pas, je pense que c'est l'AFP. Vous regarderez, prochaine fois que vous lisez un article, souvent, là, en fait, je pense qu'ils n'ont pas le choix de l'écrire, mais ils vont sourcer leur information. Puis souvent, c'est écrit l'AFP en haut. Peut-être qu'il manque une lettre, là, mais je suis pas mal certain que c'est ça. C'est l'AFP, c'est l'agence française presse. Okay. Mais vous porterez une attention particulière. J'ai écouté justement un petit reportage là-dessus, puis genre, il y avait comme plus que le 3/4 des articles qui étaient écrits dans le monde qui étaient en réalité juste une redistribution de l'AFP. De l'AFP, puis comme je pense qu'il y avait comme deux autres grosses chaînes médiatiques là, qui faisaient mais c'est ça, comme des médias comme ça. Au Québec, on a plein de monde qui serait apte à faire des articles vraiment plus complexes, des débats à la télévision par rapport à des choses comme ça. Mais non, mais on copie les États-Unis. Ouais, mais c'est ça. Et puis on parle du Canadien. On parle du Canadien, on parle d'écureuils qui sautent sur des cyclistes dans des parcs sur TVA Nouvelles, sur Facebook. Pour vrai, c'est chaud. Ça me fait juste rire, man. Puis genre, t'es stické ces mêmes nouvelles depuis le début de la pandémie. Genre, je comprends quand il y a la pandémie, mais à un moment donné, il va falloir que tu navigues ailleurs que la petite pandémie. Ouais. Mais c'est ça, c'est comme... Genre, on a un copier-coller des États-Unis, le Canada, puis genre, ça chaîne aussi sur notre système médiatique, là, genre, on le voit, là, tranquillement, pas vite, là, l'espèce de division qu'il y a entre les médias aux États-Unis, mais tu vas l'avoir au Canada aussi, là, on est juste un peu en arrière, là, ça s'en vient. Ouais. Si je peux vous donner, en terminant le sujet, là, je peux vous donner une référence que j'aime consommer. Là, c'est une merveilleuse chronique, en fait, qui est animée par Benjamin Tremblay. C'est la chronique 7 jours sur Terre. C'est super intéressant, le point de vue qu'il apporte des enjeux géopolitiques ou n'importe quel enjeu qui est en question ou qui enjeu que notre population fait face, en fait. C'est extrêmement intéressant, c'est bien expliqué, c'est bien détaillé. Il va mettre ses sources. Où ça? Sur YouTube. Écrivez 7 jours sur Terre sur YouTube. Ok, oui, t'en as déjà parlé. Ouais, exactement. En fait, moi, j'ai retiré ma chronique que j'ai faite sur le Tesla Bot. J'en ai pris une bonne partie de lui parce que c'était extrêmement intéressant, là, comment il en parlait puis les points qu'il apportait à cet enjeu. Je vous le recommande fortement. Charles Benjamin. Pour vrai, y a-tu quelqu'un qui veut rajouter d'autres choses sur ce sujet-là? Parce que je suis le podcast préféré des mamans, man. Ouais, exact. Bing bang. Mais je pense qu'on va closer l'épisode 55 pour vous autres, les gens de YouTube, Spotify et autres. Mais bien sûr, on est tout le temps en live à tous les mercredis. Puis on a 15 minutes avant, 15 minutes à la fin pour le monde de Patreon puis de Twitch. Fait que c'était tout pour le Temps Mort podcast. On a fait le tour. C'était Jess. C'était Will. C'était Alex. C'était Zach. Puis c'était Tommy à la console. Ciao, everybody. On se voit la semaine prochaine pour une autre débandade.